Et cet ouvrage répond justement au besoin de comprendre l'internationalisme d'une manière très différente de ce qui nous est proposé par les partisans inconditionnels de la prétendue mondialisation. Parler de la mondialisation n'a pas de sens. Il faut qualifier cette mondialisation, parce que la mondialisation est peut-être vieille comme le monde. Et d'une étape à l'autre de l'histoire de l'humanité, et même pour rester dans le cadre des temps modernes, d'une étape à l'autre de l'évolution du capitalisme mondial, la mondialisation prend des formes différentes. Il faut donc la qualifier. Cette mondialisation dite libérale, elle établit un rapport fondamentalement inégal entre la triade dominante de l'impérialisme historique, États-Unis, Europe et Japon, d'une part, et tout le reste du monde, d'autre part. Mais là encore, il faut qualifier les droits souverains. Il ne suffit pas de dire « vive la souveraineté », parce qu'il y a beaucoup, je dirais, de fascistes également, qui disent « vive la souveraineté ». Mais la souveraineté, pour quoi faire? Si c'est la souveraineté pour organiser à son propre profit, parce qu'on pense que c'est possible, la jungle, c'est-à-dire piller les autres, c'est l'utilisation criminelle de la souveraineté. Mais si la souveraineté sert à fonder un développement national bénéficiaire aux majorités populaires et s'articule sur des avancées dans les mêmes directions dans d'autres pays, alors on construit un véritable internationalisme qui demande, pour être réel, d'être fondé sur des accords, une mondialisation négociée, non pas une mondialisation imposée par les plus forts, mais une mondialisation négociée entre tous les partenaires du système mondial. À court terme, si on regarde les choses, disons la semaine prochaine, ça ne sera pas possible. Mais si on ne lutte pas pour transformer le monde, rien ne devient possible. Il faut savoir que ce qui est considéré comme impossible, voire même une utopie à un moment donné de l'histoire, apparaît comme une évidence possible plus tard. L'esclavage était considéré comme impossible à abolir, une chose naturelle. Heureusement, on ne parle plus guère de système esclavagiste à notre époque. Le livre a 2 chapitres. L'une de ces pistes, c'est précisément l'agriculture familiale, la rénovation de l'agriculture familiale, comme l'un des objets de pouvoir qui est fondamental pour les 3/4 de l'humanité. N'oubliez pas que la population des pays du Nord, la triade impérialiste, c'est 12% de la population mondiale. Et que les autres, chez les autres, il y a encore une forte minorité, parfois une majorité rurale, qui varie entre 30 et 50%. Et que par conséquent, les ruraux se comptent dans la mondialisation actuelle, non pas par quelques millions, mais par centaines de millions, par milliards, 3,5 milliards à peu près. Bon, l'impérialisme est au centre de toutes ces réflexions. Et le CETIM, il ose, et ils ne sont pas nombreux malheureusement à oser, être et proclamer sa position anti-impérialiste. Et c'est la condition pour la construction, la reconstruction éventuelle d'un internationalisme des peuples. Au cosmopolitisme du capital prétendu mondialisé et à leur querelle mesquine commerciale et à leur croc en jambe et à leur gestion collective la plus brutale à l'égard des peuples, il faut opposer l'internationalisme des peuples. Mais l'internationalisme des peuples restera un vœu pieux tant que les peuples des pays qui bénéficient indirectement, mais qui bénéficient quand même des avantages de l'impérialisme, ne prennent pas une position anti-impérialiste franche. Et le CETIM le fait.